d'abord des caractéristiques même des territoires, de la topographie. Il n'y a rien de commun entre des territoires où il y a des massifs montagneux qui sont en eux-mêmes parfois des freins pour accéder aux espaces et aux services sportifs, et puis des territoires urbains qui fournissent une plus forte diversité d'équipements sportifs, mais qui également peuvent, pour le coup, subir d'autres types de difficultés, un foncier qui n'est plus du tout disponible parce que occupé par d'autres types d'infrastructures. Voilà, ces inégalités territoriales, elles peuvent venir des caractéristiques des territoires, d'une part, de la mobilité des personnes qui renforcent ou finalement réduisent ces inégalités de départ, et elles proviennent aussi des choix politiques qui sont faits, territoire par territoire, collectivité territoriale par collectivité territoriale, dans la mesure où l'on sait que les investissements publics sont assumés aujourd'hui à 60% par les collectivités territoriales. Donc ces choix politiques qui sont faits sur les territoires participent soit de la réduction des inégalités, soit de la stabilisation, soit du creusement de ces inégalités. Voilà. Très bien. Donc, du coup, quels sont les moyens mis en œuvre pour remédier à ça et de pouvoir amener le sport un petit peu partout, même dans n'importe quelle collectivité? Alors, traditionnellement, les premiers moyens, en tout cas mis en place par l'État à travers une politique d'aménagement du territoire, ça a été d'essayer de faire de la péréquation territoriale, une certaine forme de, on va le dire, de discrimination positive, essayer de donner plus aux territoires qui ont moins, pour le dire de manière très très rapide. Et ces territoires carencés ont été identifiés au moyen de critères différents selon les époques, mais globalement aujourd'hui, par territoire carencé, on entend les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les métropoles, et on entend aussi des zones de revitalisation rurale qu'il s'agit d'accompagner pour qu'elles ne subissent pas encore plus ces inégalités territoriales. Et on a également certains territoires en milieu périurbain qui peuvent apparaître comme étant des territoires carencés. Donc des logiques de solidarité territoriale, péréquation territoriale, qui sont aujourd'hui, et depuis la décentralisation, accompagnées aussi par des opérations des collectivités territoriales elles-mêmes. Je pense notamment au rôle des départements qui ont une action de solidarité territoriale au profit des communes rurales. Et en milieu urbain, je pense plutôt à ce que l'on appelle aujourd'hui la politique de la ville, de cohésion sociale, qui lie l'État, les collectivités territoriales et tout le secteur associatif. Voilà. Et c'est un travail forcément de longue haleine puisque le problème est local. Donc du coup, c'est pas le même problème un peu partout. En montagne, on n'aura pas besoin des mêmes structures qu'en ville et dans les quartiers. Alors comment on peut gérer ce mouvement perpétuel de demandes et de structures nouvelles? Alors, résoudre ce problème, enfin, résoudre, c'est un idéal. Nous tendons de plus en plus, quand je dis nous, c'est les collectivités publiques, État et collectivités, mais aussi accompagnées bien évidemment par le secteur associatif et quelques entreprises, puisque la réduction des inégalités territoriales passe par les entreprises aussi. L'idée aujourd'hui, c'est de tendre, enfin ça fait un petit moment qu'on le fait, d'une politique d'aménagement du territoire plutôt homogène, un État aménageur qui avait une vision peut-être très unitaire ou trop unitaire de ces logiques d'aménagement, vers une logique portée par le bas aussi de différenciation territoriale. Essayer d'inventer des dispositifs mieux à même de respecter la diversité des territoires. Mais ceci n'est pas du tout facile à faire dans un pays comme la France, qui est très attaché à un modèle républicain, d'égalité, d'unité. Et dès lors que l'on dit diversité territoriale aujourd'hui, pour essayer de mieux coller à ces disparités des territoires, disparités de configuration de territoires, ce n'est pas encore très très évident de faire accepter ce type de dispositif différencié. Voilà.
Alors, on voit bien qu'il y a encore pas mal d'interrogations à répondre. Donc, vous êtes ici à Strasbourg. Est-ce que ce genre de session, qui est la première du coup, est-ce que ce genre de session peut aider à avancer? Est-ce que ces échanges-là peuvent vous aider à trouver des solutions? Et vous, quelles sont vos attentes à la finale, à la fin de ces jours? Alors, si vous me demandez quelles sont mes attentes à moi, en tant qu'enseignante-chercheur, ce type de participation me procure directement, on va dire, par les échanges avec des représentants du mouvement associatif et de l'UFOLEP, me procure directement des données empiriques de terrain. Voilà. Qu'il s'agira ensuite de rendre lisible, de déconstruire, d'analyser. J'espère en retour que la participation des universitaires, pour le dire, puisse apporter, sinon des clés de résolution des problèmes. On ne les a pas, et surtout dans le contexte actuel où on n'a plutôt que des incertitudes sur ce que va être le monde de demain, mais au moins des clés de lisibilité de ces questions. Voilà, tout l'enjeu de ce type d'université, c'est de croiser des regards pragmatiques et plus, on va dire, analytiques, parce que l'un nourrit l'autre systématiquement. Voilà. Et à ce titre-là, c'est véritablement précieux pour les deux parties, me semble-t-il. Voilà.